Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Lancement ce matin de la phase écrite de l'examen national de licence. 6317 candidats planchent dans différentes filières sur toute l'étendue du territoire national. Coupe du Monde Qatar 2022, les écureuils affrontent ce jeudi les Barrières de Madagascar. Vous suivrez un commentaire de la rédaction sur les chances du Bénin de remporter ce match. Et puis en interactualité, le président américain a tenu un discours ce mardi suite au départ des troupes américaines de Kaboul. Bienvenue à toutes et à tous. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur a procédé au lancement de la phase écrite de la session 2021 de l'examen national de licence ce matin au CEG Les Pylônes à Cotonou. Ils sont au total 6317 candidats à plancher dans différentes filières pour l'obtention de ce diplôme universitaire. On écoute le chef centre, Satunek Baridi, suivi du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, Médénou Datan. Nous avons au total 6317 candidats, dont 3108 filles et 3209 garçons. Et ces candidats sont répartis en 63 filières. Si on compare les chiffres de cette année aux chiffres de 2020, on note une augmentation du nombre de candidats. Et nous avons au total 1051 candidats de plus par rapport à 2020, soit une augmentation de 20,11%. En termes de filières aussi, on note une augmentation de 6 filières, donc 4 nouvelles filières par rapport aux examens de 2020. Nous avons des nouvelles filières qui sont audit, sécurité, système et réseau informatique, administration publique et gestion des collectivités, études islamiques, lettres et littérature arabe. On m'a instruit spécialement de parler des mesures de prévention contre cette pandémie qui fait recrudescence en ce moment-ci. Ça, c'est les instructions de Madame la ministre. Pour finir, je pense qu'il faut saluer le DEC et puis toute son équipe parce que, comme vous l'avez vu, tout est silencieux, ce qui augure donc d'une très bonne préparation. Restons dans le même registre pour parler de la rentrée scolaire 2021-2022. Le gouvernement du Bénin prend déjà les dispositions pour que les enseignants entament cette rentrée dans de bonnes conditions, notamment au niveau du secondaire. Dans le cadre de la rentrée prévue pour le 20 septembre 2021, il a entrepris de satisfaire les enseignants en ce qui concerne le prime. Le gouvernement a ordonné le paiement de ces primes de rentrée et des journées de réflexion. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rombouidi. Je voudrais dire que effectivement, les dispositions pertinentes ont été prises pour assurer une bonne rentrée. À ce jour, la préparation intellectuelle est achevée, la préparation matérielle et financière est en cours, mais en très bonne voie. C'est dans ce volet-là qu'il faut considérer ce qu'il appelle lui-même la gestion des primes de rentrée. Et s'agissant de ces primes, autant que des subventions de fonctionnement des établissements, en principe à partir du 13 septembre, elles seront mises en place, aussi bien les primes que les subventions. Les mouvements du personnel enseignant sont en cours. Les mutations en ce qui concerne les nominations des directeurs d'école, le travail a été fait déjà. Le Conseil national de l'éducation a fait ses observations et actuellement les ministères sont en train de tenir compte de ces observations. Et les enseignants aspirants se disent exclus de ces différentes mesures. On écoute Ferdinand Misséon, porte-parole de la FENACEPIB, Fédération nationale du collectif des enseignants préinsérés du Bénin, reçu ce matin sur l'émission Matin d'Éden. Quand on parle de journée de réflexion, moi je pense que c'est une journée au cours de laquelle il y a ce qu'on appelle des échanges pédagogique. Et on convoque cette journée-là sans les
les enseignants arbitrairement appelés aspirants, qui représentent, monsieur le journaliste, plus de 80% du corps enseignant. Est-ce qu'on peut vouloir d'une chose et de son contraire en même temps? On voudrait que cette journée serve aux enseignants et la masse est mise de côté, tout juste pour ne pas payer les primes de rentrée, alors que c'est cette catégorie-là qui a le plus besoin de cette prime-là, parce qu'elle est oubliée juste après, abandonnée à son sort, juste après 9 mois. Donc, ça fait partie de l'un des problèmes qu'on a actuellement. L'autre problème, c'est en partie évoqué, c'est la question des 12 mois sur 12. On est payé 9 mois. Et pendant les vacances, nous sommes laissés, nous sommes abandonnés à notre sort. Et à la reprise, il n'y a aucune mesure d'accompagnement. Aucune mesure d'accompagnement. Et il faut faire avec les histoires de déploiement, redéploiement, il faut faire, et de signature de contrat, il faut faire pratiquement 2 mois, 3 mois avant de toucher au premier salaire. On n'a jamais eu le salaire automatiquement le mois qui suit. Et ce n'est pas bien. Nous sommes aussi des pères de famille. Autre information dans cette édition, les différents acteurs impliqués dans la gestion des risques d'inondation ont procédé à la validation des résultats de la cartographie des risques d'inondation dans les bassins du Niger, de l'Ouémé et du Mono. C'est à l'occasion d'un atelier de 2 jours qui a pris fin ce mardi. Clémence Tonoucoin et Fiak Voitan pour le compte rendu. La cartographie des risques d'inondation dans les bassins du Niger, de l'Ouémé et du Mono se veut un instrument moderne de gestion des inondations. Le présent atelier marque la détermination du gouvernement à mettre en place des systèmes et mécanismes efficaces pour une meilleure gestion des inondations au Bénin. Sur la base du rapport d'évaluation des besoins post-catastrophe des inondations de 2019, nous avons, en tant que président de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe, demandé et obtenu l'appui du PNUD pour élaborer la cartographie des risques d'inondation dans les bassins du Niger, du Mono et de l'Ouémé, en vue de doter prioritairement les communes de Malanville, Karimama, Zayanado, Agégué, Grand Popo et Atimi d'instruments de management territorial préventif et moderne pour la gestion des inondations. Au terme des travaux, les outils et données remis au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique ont été mis à la disposition de l'Agence nationale de protection civile ANPC et des communes concernées. Ils vont permettre d'évaluer en temps réel le risque humain lié aux inondations. Ces livrables viennent améliorer le système d'alerte précoce, dans la mesure où ils permettront à la NPC et aux communes concernées de connaître à l'avance et très rapidement non seulement les localités inondées, mais aussi et surtout les impacts socio-économiques enregistrés à différentes hauteurs d'eau. L'utilisation de l'application cartographique SIGWeb présente également un intérêt important économique du fait qu'elle permet d'évaluer à distance et en temps réel les risques et impacts des inondations et d'éviter les dépenses liées aux missions d'évaluation sur le terrain. Cette application permet enfin d'améliorer la compréhension des risques village par village, de cibler les populations vulnérables concernées et de mieux organiser et synchroniser les actions des systèmes d'alerte communautaires et technologiques dans le but de renforcer la résilience des populations. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a apporté son appui technique et financier à la réalisation des présents travaux de cartographie d'inondation. Coupe du monde Qatar 2022, les écureuils affrontent ce jeudi les Baria de Madagascar. Une rencontre comptant pour les éliminatoires de ce mondial. Les chances du Bénin dans ce match avec Frédéric Espoir Mambou.
Pour ce match, les écureuils partent diminués à cause des blessures de Olivier Verdon, Jodel Dossou et Cécile d'Almeida. Mais également, il faut noter l'absence de Bourou Samadou et de Marcelin Koupo, déclarés positifs au test Covid. Les 3 premiers ont été remplacés par des joueurs locaux, notamment Ibrahim Ogunlola, Roland Beakou et Olympe Ganti, qui ont effectué le déplacement. Descendus à Antananarivo hier mardi, les joueurs et les membres du staff technique sont établis au Novotel Hôtel de la capitale malgache. Une séance de reconnaissance de terrain est prévue pour ce jour. Pour rappel, le Bénin évolue dans la poule J en compagnie du Madagascar, de la République démocratique du Congo et de la Tanzanie. Aucun de ces 4 pays, faut-il le rappeler, n'est qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Les poulains de Michel Dussuyer pourraient-ils partir d'un bon pied dans ces éliminatoires? Pour le savoir, rendez-vous demain, jeudi à 17h, heure de Cotonou. L'actualité hors de nos frontières à présent, le président américain a pris la parole ce mardi soir après le départ des troupes armées de Kaboul. Joe Biden s'est félicité de l'extraordinaire succès de la mission d'évacuation. Les États-Unis ne sont plus présents en Afghanistan. Le dernier soldat de l'armée américaine a quitté le sol afghan dans la nuit de lundi à mardi. La fin chaotique d'une guerre de 20 ans, actée dans un discours du président américain Joe Biden, adressé à ses concitoyens. Chers concitoyens américains, la guerre en Afghanistan est maintenant terminée. Je suis le 4e président qui a été confronté à la question de savoir s'il fallait mettre fin à cette guerre et quand. Lorsque je me suis présenté à la présidence, j'ai pris l'engagement devant le peuple américain de mettre fin à cette guerre. Et aujourd'hui, j'ai honoré cet engagement. Il était temps d'être à nouveau honnête envers le peuple américain. Un départ célébré par les talibans qui ont désormais pris possession de l'aéroport de Kaboul. Une parade qui illustre une fois de plus la volonté des nouveaux dirigeants de l'Afghanistan de marquer leur territoire. Nous avons un message à l'attention de tout envahisseur éventuel. Quiconque se tourne vers l'Afghanistan avec de mauvaises intentions sera confronté à ce que les États-Unis ont connu aujourd'hui. Le locataire de la Maison-Blanche, lui, n'en démord pas. Malgré les critiques qui s'abattent sur lui depuis plusieurs semaines, il reste convaincu qu'il s'agissait de la meilleure décision. Je suis convaincu que c'était la bonne décision. Une sage décision et la meilleure décision pour l'Amérique. Nous n'avions plus qu'un choix simple, soit suivre l'engagement pris par la précédente administration et quitter l'Afghanistan, soit dire que nous ne partions pas et renvoyer des dizaines de milliers de soldats à la guerre. Le choix, le véritable choix était soit le départ, soit l'escalade. Après des derniers jours rythmés par des milliers d'évacuations, ce discours sonne comme la fin d'une séquence politique qui s'apparente à un échec sur la scène internationale pour le démocrate âgé de 78 ans. L'Allemagne mise sur la diplomatie pour tenter de sortir l'Afghanistan de la crise. Son ministre des Affaires étrangères effectue une tournée dans la région et lors de sa visite au Pakistan, il a exhorté les talibans à tenir leur promesse d'instaurer un climat plus tolérant et ouvert. Suivez les ministres des Affaires étrangères des 2 pays. Je pense qu'après les événements en Afghanistan, nous devons, au sein de la communauté occidentale, mais aussi au-delà, nous demander si l'intervention militaire est nécessaire pour exporter les formes de gouvernement que nous favorisons. En Afghanistan, il semble que cela ait échoué. Maintenant, il y a aussi des gens qui se dirigent vers les frontières de l'Afghanistan par les voies terrestres. Nous avons besoin de procédures pour amener ces gens en Allemagne s'ils sont éligibles à être accueillis en Allemagne. C'est l'un des sujets que nous avons abordés au cours de ce voyage. Und das ist natürlich eine der Themen gewesen auf dieser Reise, die wir hier besprochen haben. Peut-on faire confiance aux talibans? C'est à voir. Voyons s'ils mettent en œuvre ce qu'ils ont dit et s'ils le font, engageons-nous avec eux.
Ils se rendent également compte qu'ils auront besoin de soutien, d'aide humanitaire, d'aide économique et financière dans les jours à venir. Et s'ils ont besoin de cela, alors ils devront respecter les droits de l'homme et les normes et opinions internationales. Economic assistance, financial assistance in the days ahead. And if they do require this, then they will have to respect human rights and the international norms and opinions. Et puis, la Maison-Blanche maintient sa rencontre avec le président ukrainien malgré un contexte compliqué pour Joe Biden sur la scène internationale. La rencontre a été repoussée 2 fois de suite, mais Volodymyr Zelensky a été reçu au Pentagone par le ministre américain de la Défense. Le point des enjeux de cette rencontre dans ce reportage. Une rencontre qui sera suivie de près par le Kremlin. Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche pour une première entrevue avec le président américain et qui n'a rien d'une simple visite protocolaire. L'objectif du président ukrainien, rallier Washington à sa cause dans les nombreux dossiers qui l'opposent à Moscou. Washington qui semble avoir déjà choisi son camp si l'on en croit l'annonce de la rencontre. Cette visite permettra d'affirmer le soutien indéfectible des États-Unis à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine face à l'agression permanente de la Russie dans le Donbass et en Crimée. Le Donbass et la Crimée, les 2 principales sources de conflit entre Kiev et Moscou. Le Kremlin, de son côté, espère que la visite pourra apaiser certaines tensions. Vous savez, nous ne pensons pas que nous ayons le droit d'intervenir dans les relations entre 2 États souverains, les États-Unis et l'Ukraine. Et nous ne comptons pas le faire. Mais nous suivons de très près, bien sûr, les résultats de ce voyage, puisque les États-Unis peuvent vraiment utiliser leur influence sur M. Zelensky pour l'encourager à suivre la voie de la mise en œuvre des accords de Minsk et de ceux qui ont été conclus plus tard à Paris, et à renoncer aux actions susceptibles de causer des dommages dévastateurs à l'ensemble du processus de règlement de Minsk. Washington n'a d'ailleurs pas toujours soutenu Kiev face à Moscou. Preuve en est, l'accord sur le gazoduc Nord Stream 2 conclu entre les États-Unis et l'Allemagne en juillet dernier est très critiqué par l'Ukraine. Un sujet qui doit d'ailleurs être également abordé ce mercredi. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention. À demain.